Loi 1. Terrain de jeu. Le terrain de jeu de futsal doit être rectangulaire. La longueur des lignes de touche doit être supérieure à la longueur des lignes de but. Diverses restrictions s'appliquent à d'autres éléments clés. Le rayon du cercle central est de 3 mètres. Et la surface de réparation est constituée de 2 quarts de cercle de 6 mètres de rayon chacun, tracés depuis le bord extérieur de chaque montant de but. Il y a 2 points de réparation, le premier à 6 mètres et le second à 10 mètres du centre de la ligne de but. À chaque coin du terrain de jeu est tracé un quart de cercle d'un rayon de 25 cm à l'intérieur de la surface de jeu. Et les zones de remplacement sont situées du même côté du terrain que les bancs des équipes et directement devant ces derniers, afin de faciliter l'accès et la sortie du terrain de jeu. Des buts sont placés au centre de chaque ligne de but. La distance entre les bords intérieurs des montants de but est de 3 mètres. La barre transversale se situe à 2 mètres du sol. Des filets sont attachés au montant. Leur profondeur doit être d'au moins 80 cm au niveau supérieur des buts et de 100 cm au niveau du sol. Les buts peuvent être amovibles, mais doivent être solidement fixés au sol durant le match. Malgré toutes les précautions prises, des problèmes risquent toujours de survenir dans le feu de l'action d'un match. Loi 2. Ballon. Le ballon utilisé au futsal doit être rond, d'une circonférence allant de 62 à 64 cm. Il doit être fabriqué d'une matière adéquate et peser entre 400 et 440 grammes au début du match, pour une pression allant de 0,4 à 0,6 atmosphères au niveau de la mer. Dans cette scène, le ballon correspond à ces critères, juste avant le début du match de barrage pour la 3e place entre le Brésil et l'Argentine lors du championnat du monde de futsal de la FIFA en 2004. Loi 3. Nombre de joueurs. Tout match de futsal est disputé par 2 équipes composées chacune de 5 joueurs, 4 joueurs de champ et un gardien de but. Chaque équipe a le droit de recourir à un maximum de 7 remplaçants. Les remplacements peuvent être effectués à tout moment durant le match et les joueurs qui ont été remplacés peuvent revenir à n'importe quel moment sur le terrain de jeu pour remplacer un autre joueur. Le joueur pénétrant sur le terrain doit rester dans sa zone de remplacement jusqu'à ce que le joueur qu'il remplace ait franchi la ligne de touche. La procédure de remplacement s'achève au moment où le remplaçant pénètre sur le terrain de jeu. Le remplaçant devient alors joueur et le joueur qui l'a remplacé cesse d'être joueur. Si un remplaçant pénètre sur le terrain de jeu avant que le joueur remplacé ne l'ait entièrement quitté, le remplaçant est averti et reçoit un carton jaune, tandis que le joueur remplacé est sommé de quitter le terrain de jeu pour achever la procédure de remplacement. Un coup franc indirect est ensuite accordé à l'équipe adverse. Loi 4. Équipement des joueurs. L'équipement ou la tenue des joueurs ne doit en aucun cas présenter un danger quelconque pour eux-mêmes ou les autres. Ceci s'applique aussi aux bijoux en tout genre. L'équipement de base obligatoire de tout joueur comprend un maillot, des culottes, des bas, des protège-tibias et des chaussures de football. Tous les maillots doivent porter au dos des numéros d'ordre qui doivent contraster avec la couleur des maillots. Lors des matchs internationaux, un numéro de plus petite taille doit aussi figurer sur le devant des culottes et du maillot. Les seules chaussures autorisées sont des espadrilles en toile ou des chaussures de sport ou de gymnastique en cuir souple avec semelle en caoutchouc ou d'une matière similaire. Comme on le voit ici, seul le gardien de but est autorisé à porter un pantalon de survêtement dont la couleur doit le distinguer clairement des autres joueurs et des arbitres. Si, comme dans cette scène, un remplaçant pénètre sur le terrain de jeu avec un maillot dont la couleur peut, de l'avis de l'arbitre, prêter à confusion, le jeu doit alors être arrêté jusqu'à ce qu'un maillot de remplacement approprié, pas comme dans cette scène toutefois, soit disponible et que l'arbitre soit sûr qu'aucun autre problème ne surgira. Si un joueur de champ remplace un gardien de but, il doit porter un maillot de gardien de but muni au dos de son propre numéro et s'assurer que les couleurs de ce maillot ne prêtent pas à confusion.
Loi 5. Arbitre. Chaque match se dispute sous le contrôle d'un arbitre disposant de l'autorité nécessaire pour veiller à l'application des lois du jeu. L'arbitre doit s'assurer que les buts et les filets sont bien installés. Il prend des mesures disciplinaires à l'encontre de tout joueur ayant commis une infraction passible d'avertissement ou une faute passible d'exclusion, tout en assurant le contrôle total des deux équipes et des arbitres qui participent au match. Loi 6. Deuxième arbitre. Au futsal, un deuxième arbitre est désigné pour couvrir le côté du terrain opposé à celui de l'arbitre. À l'instar de l'arbitre, il est autorisé à utiliser un sifflet. Le deuxième arbitre aide l'arbitre à veiller au bon déroulement du match et a le même pouvoir discrétionnaire d'arrêter le jeu pour toute infraction. Toutefois, en cas de désaccord, la décision de l'arbitre prévaut. Mais pour le deuxième arbitre, la ligne de touche n'est pas toujours l'endroit le plus sûr. Loi 7. Chronométreur et troisième arbitre. Un chronométreur et un troisième arbitre sont également désignés. Ils s'assoient en dehors du terrain de jeu, à la hauteur de la ligne médiane, du côté des zones de remplacement. Le chronométreur se contente de chronométrer. Il doit enclencher le chronomètre dès le coup d'envoi et l'arrêter lorsque le ballon est hors du jeu. En outre, le chronométreur a les responsabilités suivantes. Il veille au chronométrage des périodes de temps mort de 1 minute. Il supervise le chronométrage de la période de 2 minutes effectives infligée comme punition à un joueur ayant été expulsé. Il annonce la fin de la première mi-temps, la fin du match et la fin de toute période de prolongation nécessaire. Il comptabilise les temps morts dont dispose chaque équipe, ainsi que les fautes cumulées. Le troisième arbitre assiste le chronométreur en comptabilisant les 5 premières fautes cumulées par chacune des équipes et en enregistrant le numéro des joueurs qui ont marqué des buts ou qui ont été avertis ou expulsés. Il fournit également toute autre information pertinente relative au match. Le troisième arbitre peut également consulter l'arbitre et le deuxième arbitre s'il juge que cela est approprié. En cas de blessure, le troisième arbitre peut remplacer l'arbitre ou le deuxième arbitre. Loi 8. Durée du match. Le match se compose de 2 périodes de 20 minutes chacune. Le contrôle du temps est effectué par le chronométreur. La durée de chaque période peut toutefois être prolongée pour permettre l'exécution d'un coup de pied de réparation ou d'un coup franc direct contre une équipe qui a commis plus de 5 fautes cumulées. Les équipes ont droit à 1 minute de temps mort pendant chaque période. Toutefois, si une équipe ne réclame pas son temps mort pendant la première mi-temps, elle n'aura toujours droit qu'à un temps mort au cours de la seconde mi-temps. Les entraîneurs des équipes demandent normalement le temps mort au chronométreur ou à l'arbitre en l'absence d'un chronométreur. Lorsqu'un temps mort est accordé, les joueurs doivent rester sur le terrain de jeu. Les officiels des équipes ne sont toutefois pas autorisés à pénétrer sur le terrain. En cas de prolongation du match, il n'y aura pas de temps mort supplémentaire. Loi 9. Coup d'envoi et reprise du jeu. Le choix des camps est déterminé par un tirage au sort effectué au moyen d'une pièce de monnaie. L'équipe gagnante choisit le camp à attaquer durant la première mi-temps. L'équipe perdante donne le coup d'envoi au début de la première mi-temps et l'équipe gagnante effectue le coup d'envoi de la seconde mi-temps du match. Au début de la seconde mi-temps, les équipes changent de camp. Le coup d'envoi est utilisé pour débuter ou reprendre le jeu. Au début du match, après un but marqué, au début de la seconde mi-temps, au début de chaque période de prolongation, en cas de besoin. Un but peut être marqué directement sur coup d'envoi. Après une interruption momentanée du match, provoquée par une cause non prévue dans les lois du jeu, le match est repris par une balle à terre sous réserve que le ballon n'ait pas franchi la ligne de touche ou la ligne de but juste avant cet arrêt du jeu. Loi 10. Ballon en jeu et hors du jeu. Le ballon est hors du jeu quand il a entièrement franchi la ligne de but ou la ligne de touche, que ce soit à terre ou en l'air. Le ballon est également hors du jeu quand le jeu a été arrêté par les arbitres ou quand le ballon a touché le plafond. Loi 11. But marqué.
Un but est marqué quand le ballon a entièrement franchi la ligne de but entre les montants de but et sous la barre transversale, à moins qu'un attaquant, y compris le gardien de but, ne l'ait lancé ou propulsé avec la main ou le bras. L'équipe qui marque le plus grand nombre de buts pendant le match remporte la victoire. Quand les deux équipes marquent le même nombre de buts, le match est déclaré nul. Les règlements des compétitions peuvent toutefois stipuler que le vainqueur du match sera déterminé lors des prolongations. Un score nul après les prolongations peut mener au tir au but du point de réparation, une expérience angoissante pour déterminer le vainqueur du match. Loi 12, faute et comportement antisportif. Un coup franc direct est accordé à l'équipe adverse du joueur qui commet par inadvertance, imprudence ou excès de combativité l'une des 6 infractions suivantes. Donner ou essayer de donner un coup de pied à un adversaire. Faire ou essayer de faire un croche-pied à un adversaire. Sauter sur un adversaire. Charger un adversaire même avec l'épaule. Frapper ou essayer de frapper un adversaire. Bousculer un adversaire. Un coup franc direct est également accordé à l'équipe adverse du joueur qui commet l'une des 5 infractions suivantes. Retenir un adversaire, cracher sur un adversaire, s'élancer pour tenter de jouer le ballon alors qu'un adversaire l'a déjà joué ou tenter de le jouer, à savoir un tacle glissé. Ceci ne s'applique pas au gardien de but dans sa propre surface de réparation, à condition qu'il ne commette pas de faute par inadvertance, imprudence ou excès de combativité. Tacler un adversaire pour prendre possession du ballon en entrant en contact avec l'adversaire avant de toucher le ballon. Faire intentionnellement une faute de main. Ceci ne s'applique pas au gardien de but dans sa propre surface de réparation. Les infractions qui viennent d'être mentionnées constituent des fautes cumulées. Un coup de pied de réparation est accordé quand l'une des infractions précédemment mentionnées est commise par un joueur dans sa propre surface de réparation et indépendamment de la position du ballon à ce moment-là, pourvu qu'il soit en jeu. Un coup franc indirect est également accordé à l'équipe adverse du gardien de but qui commet l'une des infractions suivantes. Après avoir lâché le ballon, il le reçoit en retour d'un coéquipier avant que le ballon n'ait franchi la ligne médiane ou qu'il n'ait été joué ou touché par un adversaire. Il touche ou contrôle le ballon des mains après qu'un coéquipier le lui ait délibérément envoyé avec le pied. Il touche ou contrôle le ballon des mains après l'avoir reçu directement d'un coéquipier effectuant une rentrée de touche au pied. Il touche ou contrôle le ballon des mains ou des pieds pendant plus de 4 secondes dans sa propre moitié de terrain. Un coup franc indirect est aussi accordé à l'équipe adverse du joueur qui, de l'avis de l'arbitre, joue d'une manière dangereuse, fait délibérément obstacle à l'évolution d'un adversaire, empêche le gardien de but de lâcher le ballon de ses mains, commet d'autres infractions non mentionnées dans la loi 12 pour lesquelles le match est arrêté afin d'avertir ou d'expulser un joueur. Sanctions disciplinaires. Seul un joueur ou un remplaçant peuvent recevoir un carton jaune ou un carton rouge. Les arbitres disposent de l'autorité nécessaire pour administrer des sanctions disciplinaires, et ce dès l'instant où ils pénètrent dans l'enceinte du terrain de jeu et jusqu'à ce qu'ils la quittent. L'arbitre est autorisé à donner un avertissement à un joueur et à lui donner un carton jaune sur le terrain de jeu ou en dehors. Et un carton jaune est donné quand un joueur commet l'une des fautes suivantes. Il se rend coupable d'un comportement antisportif. Il manifeste sa désapprobation en parole ou en acte. Il enfreint avec persistance les lois du jeu. Il retarde la reprise du jeu. Lors de la reprise du jeu, il ne respecte pas la distance requise lors de l'exécution d'un coup de pied de coin, d'une rentrée de touche au pied, d'un coup franc ou d'un dégagement de ballon par le gardien de but. Il pénètre ou revient sur le terrain de jeu sans l'autorisation préalable de l'arbitre, ou il enfreint la procédure de remplacement. Il quitte délibérément le terrain de jeu sans l'autorisation préalable de l'arbitre. Un joueur reçoit un carton rouge et est exclu du terrain de jeu lorsqu'il commet une infraction de plus grande gravité, par exemple quand il se rend coupable d'une faute grossière, il se rend coupable d'un acte de brutalité, il crache sur un adversaire ou sur toute autre personne,
Il empêche l'équipe adverse de marquer un but ou la prise d'une occasion manifeste de marquer un but en commettant délibérément une faute de main. Ceci ne s'applique pas au gardien de but dans sa propre surface de réparation. Il prive un adversaire se dirigeant vers son but d'une occasion manifeste de marquer un but, en commettant une infraction passible d'un coup franc ou d'un coup de pied de réparation. Il tient des propos blessants, injurieux ou grossiers. Il reçoit un second avertissement au cours du même match. Bien qu'un joueur expulsé ne puisse plus revenir sur le terrain de jeu durant le match en question, un remplaçant peut être autorisé à prendre sa place, mais ce uniquement 2 minutes effectives après l'expulsion de son coéquipier. Loi 13. Coup franc. Les coups francs sont soit directs, soit indirects en fonction du type d'infraction. Dans les deux cas, le ballon doit être immobile au moment de la frappe. Si la frappe est indirecte, un but ne peut être marqué que si le ballon entre dans le but après avoir touché un autre joueur. L'équipe qui exécute le coup franc doit le faire dans les 4 secondes effectives après la prise de possession du ballon et le joueur qui tire le coup franc ne doit pas toucher le ballon une deuxième fois avant que celui-ci n'ait touché un autre joueur. Tous les joueurs de l'équipe adverse doivent se trouver au moins à 5 mètres du ballon jusqu'à ce que le coup franc ait été exécuté. L'arbitre signale un coup franc direct en gardant un bras pointé à l'horizontale dans la direction où doit être exécuté le coup franc. L'arbitre signale un coup franc indirect en levant le bras au-dessus de sa tête jusqu'à l'exécution du coup franc indirect et jusqu'à ce que le ballon touche un autre joueur ou sorte du jeu. Loi 14. Accumulation de fautes. Tous les coups francs directs mentionnés dans la loi 12 sont des fautes cumulables. Les 5 premières fautes cumulées par chaque équipe durant chaque mi-temps sont enregistrées par le chronométreur. Lors des coups francs accordés pour ces fautes, les joueurs de l'équipe adverse peuvent former un mur situé au moins à 5 mètres du ballon. À compter de la 6e faute cumulée et pour toute faute ultérieure dans chaque mi-temps, les joueurs de champ de l'équipe adverse doivent se tenir derrière une ligne imaginaire tracée à hauteur du ballon et parallèle à la ligne de but. Le joueur exécutant le coup franc doit être clairement identifié et doit botter le ballon avec l'intention de marquer un but. Si un joueur commet la 6e faute de son équipe dans la moitié de terrain adverse ou dans sa propre moitié, entre la ligne médiane et le second point de réparation, le coup franc doit être exécuté depuis le second point de réparation à 10 mètres de la ligne de but. Si un joueur commet la 6e faute de son équipe entre la ligne des 10 mètres et la ligne de but, mais hors de la surface de réparation, le coup franc sera exécuté depuis le second point de réparation ou à l'endroit où a été commise l'infraction, selon le choix de l'équipe exécutant la frappe. Le temps nécessaire à l'exécution d'un coup franc direct contre une équipe qui a commis plus de 5 fautes cumulées doit être alloué à la fin d'une des mi-temps. Loi 15. Coup de pied de réparation. Un coup de pied de réparation est accordé à l'équipe adverse d'un joueur qui, dans sa propre surface de réparation, commet l'une des infractions pour lesquelles un coup franc direct est accordé. Le ballon est placé sur le point de réparation et le joueur exécutant le coup de pied de réparation est clairement identifié. Le gardien de but de l'équipe défendante reste sur sa propre ligne de but et tous les autres joueurs doivent se trouver au moins à 5 mètres derrière le point de réparation.
Comme pour un coup franc, un temps supplémentaire doit être accordé à la fin d'une des mi-temps pour l'exécution de tout coup de pied de réparation ou tout coup franc direct contre l'équipe qui a plus de 5 fautes cumulées. Loi 16. Rentrée de touche au pied. La rentrée de touche est l'une des manières de reprendre le jeu quand le ballon a franchi la ligne de touche, que ce soit à terre ou en l'air, ou a touché le plafond. La rentrée de touche est exécutée à l'endroit où le ballon a franchi la ligne de touche. Elle est accordée à l'équipe adverse du joueur qui a touché le ballon en dernier. Le ballon doit être immobile et les joueurs de l'équipe adverse doivent se tenir au moins à 5 mètres du point où la rentrée de touche est effectuée. Dès la prise de possession du ballon, l'exécutant doit procéder à la rentrée de touche dans les 4 secondes. Il ne doit pas rejouer le ballon avant que celui-ci n'ait été touché par un autre joueur. Un but ne peut pas être marqué directement sur rentrée de touche. Loi 17. Dégagement du ballon par le gardien. Un dégagement du ballon par le gardien est accordé quand le ballon a franchi la ligne de but après avoir touché en dernier un joueur de l'équipe attaquante. Le dégagement doit être exécuté dans les 4 secondes qui suivent la prise de possession du ballon par le gardien de but de l'équipe défendante, qui peut le remettre en jeu d'un point quelconque de sa surface de réparation. Le gardien de but ne doit pas jouer le ballon une seconde fois avant qu'il n'ait été touché par un adversaire. Un but ne peut pas être marqué directement sur dégagement du ballon. Loi 18. Coup de pied de coin. Un coup de pied de coin est l'une des méthodes de reprendre le jeu. Il est accordé quand le ballon a franchi la ligne de but après avoir touché en dernier un joueur de l'équipe défendante. Le ballon est placé dans l'arc de cercle du coin le plus proche et il est botté par un joueur de l'équipe attaquante. Les joueurs de l'équipe adverse doivent se tenir au moins à 5 mètres du ballon. L'exécutant ne doit pas toucher le ballon une seconde fois avant que celui-ci n'ait été touché par un autre joueur. Un but peut être marqué directement sur coup de pied de coin, mais uniquement contre l'équipe adverse. Lors du championnat du monde de futsal de la FIFA au Chinese Taipei, bien que les foules de spectateurs n'aient pas été aussi importantes que lors de la Coupe du monde de football, le niveau de compétence et l'enthousiasme généré n'en étaient pas moins aussi intenses, comme on a pu le constater lors des tirs au but du point de réparation, le point culminant de la demi-finale entre le Brésil et l'Espagne.
C'est finalement l'Espagne qui s'est qualifiée pour la rencontre en finale avec l'Italie, quand les Espagnols ont à nouveau triomphé et conservé leur statut de champion du monde de futsal.